appel. À Yaoundé, mesdames, messieurs, bonsoir, plaisir de vous retrouver pour cette autre édition de votre programme World Actu, nouvelle formulation horaire, vous l'aurez aussi noté. Ce soir, au cœur de l'actualité, nous sommes international, je précise, nous allons épiloguer avec certainement beaucoup d'emphase sur cette plainte déposée par l'ensemble des États de l'AES qui, justement, ont estimé que l'Ukraine avaient porté atteinte à leurs intérêts, ont donc décidé de porter plainte du côté du Conseil de sécurité des Nations Unies. On va ensemble voir l'ambition de cette plainte, si elle pourrait prospérer et justement quelle pourrait être la réaction du côté des Nations Unies lorsque l'on sait justement que l'Ukraine et l'OTAN sont assez affiliés. Nous en parlons ce soir sur World Actu. Nous allons aussi questionner les rapports entre la Belgique et le Cameroun. Vous savez, ces pays qui ont un lien d'amitié assez fort, assez singulier, lorsque l'on sait que nous dénombrons quasiment près de 10 000 Camerounais qui exercent dans les professions libérales du côté d'Anvers, du côté de Bruxelles, et justement la Belgique, le Royaume de Belgique soutient le Cameroun sur bien des aspects. Mais ce soir, nous allons nous interroger s'il n'y a pas de dérive ou alors crainte d'un incident diplomatique, lorsque l'on sait et lorsque l'on lit toutes les paroles qui sont désormais déversées concernant justement le management à la tête des Lions indomptables du Cameroun, il ne se fait plus de secret. Nous savons que Marc Brice est de nationalité belge et que justement pour une frange de la population et du mouvement sportif camerounais, il ne serait pas en adéquation avec l'exécutif de la Fédération camerounaise de football. Des paroles sont tenues, des propos malheureux sont entendus ici et là, des attitudes aussi de la part du sélectionneur sont à noter. Ensemble, on va s'interroger si justement un incident diplomatique n'est pas à craindre lorsque l'on sait que dès le 7 septembre prochain, les Lions indomptables sont appelés à descendre dans la rue. Mesdames, Messieurs, voilà le menu qui nous interpelle ce soir. Je me permets de souffler tout de suite en régie avant de revenir tout de suite après, évidemment, pour la présentation de ceux qui vont nous accompagner ce soir. Une victoire sans appel. Retour sur le plateau de World Actu, justement pour nous accompagner dans cette Odyssée internationale. Je m'en vais tout de suite vous présenter ceux qui justement nous accompagnent. Et ce soir, Jean de Dieu Evuna, l'acteur émérite de la société civile, est parmi nous. Nous lui disons bonsoir et surtout bienvenue. Bonsoir M. Barga, bonsoir à tous les co-discutants, bonsoir aux millions de téléspectateurs de World Actu. Je voudrais souligner qu'au-delà des sciences sociales, je suis président de l'organisme africain de développement de famille, PDG. Et par ma voix, je voudrais ici louer l'action du gouvernement dans l'Institut du ministre de l'eau et de l'énergie, qui a pu réaliser, parce que nous sommes habitués à des poses de la première pierre, jamais à la cérémonie d'ouverture. Donc je voudrais louer l'action de ce ministère qui vient d'inaugurer la mise en service du projet PAEPLUS pour pouvoir permettre aux familles des Yaoundéennes d'entrer en possession de ce précieux sésame qu'on appelle de l'eau. Depuis 4-5 ans, nous n'en avions pas. Et je voudrais aussi interpeller par la suite le directeur général de Kamwata, à qui le chef de l'État a alloué une d'une manière de la vie publique au Cameroun. S'il vous plaît. C'est pas la vie publique, c'est pour parler du bien de la famille.
C'est pour parler des biens de la Non, famille. non, je précise, s'il vous plaît. Permettez. Non, je ne vous permets pas, Okay. s'il vous plaît. Et je voudrais, ce n'était qu'un bonsoir, vous l'avez fait. Oui. On ne va pas plus développer que ça. On félicite avec vous, le Voilà, ministre de l'eau, justement. de l'énergie et tous les Tout services l'ensemble. affiliés à Oui. cette question sensible hydraulique au Cameroun. Merci, Jean de Dieu, vous n'allez Merci. être présent en ces lieux. Je m'en vais vers ma droite proche avec un enseignant, acteur justement de l'intelligentsia camerounaise d'ici et même d'ailleurs. Aujourd'hui, homme politique, le professeur Jimmy Yap est parmi nous ce soir. Il est aussi, je l'ai dit, secrétaire général du MLDC. Professeur, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Stéphane, c'est toujours un plaisir de revenir sur ce plateau qui est très chaleureux et je voudrais dire un bonjour, bonsoir à toutes ces populations qui n'ont pas de l'eau parce que selon ce que mon copanéliste vient de dire, je vais vous dire que le Cameroun a presque 32 millions d'habitants et des compteurs, on n'a que 550 000 compteurs, ce qui veut dire que même la population camerounaise, c'est-à-dire la population de Yaoundé de Douala vit comme une population villageoise. Vraiment venir célébrer j'appelle ça comme connerie ici, alors que on a 32 millions d'habitants, 550 000 compteurs, 550 000 compteurs sur 32 millions d'habitants. Professeur, depuis 42 ans. Professeur, ce n'est pas. Permettez que je reprenne la parole. Donc bonsoir à tout le monde et merci. Merci à vous. C'est pour ça que je n'aime pas. On vous salue, on vous dit bonsoir. On est sur un plateau. On ne sort pas du cadre normatif. Nous allons, pour ce qui est de notre analyse, célébrer ou alors fêter justement l'acte qui est posé par le ministre de l'eau et de l'énergie. Jacques-Léon Sawana, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Stéphane, bonsoir aux co-discutants. Ça commence très fort. Je voudrais saluer les millions de téléspectateurs d'Info Télévision. C'est un plaisir d'être là. Ça commence très fort. Je souhaite que nous fassions un débat chaleureux, comme l'a dit le professeur. Il a trouvé le studio chaleureux, la maison chaleureuse. Il faut que nous fassions un débat également chaleureux. Je voudrais que nous soyons respectueux, surtout avec ceux qui nous écoutent à la maison. Tout à fait. Ceux qui nous font la politesse de nous écouter à la maison. Donc, il faut qu'on se calme, qu'on fasse un débat courtois. Rassurez-vous, je veillerai à ce que tout soit calme sur ce plateau. J'avance avec les présentations avec à mon extrême gauche, monsieur Georges Abada, acteur majeur dans la diaspora camerounaise qui, une fois de plus, nous rejoint sur ce plateau. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Stéphane et bonsoir aux millions de Camerounais. Bonsoir au père de la nation, le chef de l'État bien entendu, parce que c'est lui qui a permis que nous soyons là et que nous parlions. Pas qu'il a permis, il a donné la possibilité à ce qu'il y ait des débats cultivés et que chacun puisse s'exprimer de manière saine, de manière transparente et de manière polie. Et bonsoir aux populations de Niabour, qui est mon village bien entendu, dont je suis le chef, à l'arrondissement d'Ayos, le département Nyon-Infoumou, dont je suis le fils. Merci Guy Georges Abada pour la présence. Et je termine les présentations avec un autre habituel de ces plateaux, Franck Manson. Il est acteur de la société civile. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Stéphane, merci pour l'invitation. Je dis également bonsoir à ce riche panel, sans oublier de saluer nos nombreux téléregardeurs. Nous espérons être à la hauteur justement des attentes de nos téléspectateurs. Merci Franck Manson. Nous espérons être à la hauteur des attentes de nos téléspectateurs. Une fois que je l'ai dit, permettez-moi de prendre une autre transition et de revenir tout de suite après. Une victoire sans appel.
De nouveau sur le plateau de World Actu, nous épiloguons à présent, messieurs, chères dames, qui nous regardez par le monde sur un aspect inscrit à l'ordre du soir de cette émission. Nous allons évoquer sur ce plateau la problématique ou alors la crainte d'un incident diplomatique eu égard aux relations désormais tendues et ambiguës entre les acteurs de l'espace sportif camerounais. Nous allons évoquer justement l'entraîneur des Lions indomptables du Cameroun, en parallèle les rapports et relations qui existent entre la Belgique et le Cameroun. Alors, nous avons la chance d'avoir un enseignant de relations internationales sur le plateau, le professeur Yap, que j'interpelle ici, va d'abord nous présenter la relation entre la Belgique et le Cameroun pour voir quels sont les enjeux et qu'est-ce qu'on pourrait perdre. Je parle ici des deux pays si une situation venait à nous amener vers un incident diplomatique. Oui, merci Stéphane. Je pense qu'il ne faut pas prendre la Belgique comme étant un singleton, c'est-à-dire un partenaire bilatéral entre le Cameroun et puis dans cette relation. Il faut prendre la Belgique en tant que membre de la communauté européenne. C'est ça qui est important. Oui. Donc, dans les relations entre la Belgique et le Cameroun, nous avons des relations cordiales. La balance commerciale n'est pas une balance élevée, ce n'est pas notre principal partenaire commercial, mais c'est un partenaire privilégié dans le sens où la Belgique est le centre de l'Europe. Donc, la capitale européenne, c'est la Belgique. Disons plutôt Bruxelles. Bruxelles est la capitale européenne. Toutes les décisions qui se passent, qui concernent l'Afrique, se passent en Belgique. Moi-même, pour les voyageurs, la Belgique ou alors Bruxelles est un centre où il faut toujours s'arrêter. Et maintenant, la communauté camerounaise qui est en Belgique, elle est énorme. N'oublions pas que la Belgique fait partie de la francophonie. Oui. On a au moins, je pense, quand on dit 10 000, c'est parce que ça sont les chiffres officiels. Voyons aussi du moins la population africaine en termes de population qui est illégale. Il y a beaucoup de Camerounais dans une situation irrégulière en Belgique. Donc, ne voyons pas la relation. Je pense que la relation qu'il faut privilégier ici est celle du Cameroun avec l'Union européenne. Mais maintenant, s'il faut revenir précisément parce qu'il faut revenir sur le sujet qui nous intéresse entre l'interpellation ou alors le Marc Brice qui interpelle ou alors qui va dans les médias, que l'ambassadeur avait déjà sommé de calmer le jeu. Oui. On pense que c'est possible qu'on arrive à une rupture entre les relations entre la Belgique si c'est pas bien managé, parce que nous ne voyons pas que ne regardons pas seulement aujourd'hui. Il y a 2025 qui arrive. Il y a un enjeu important. Imaginons seulement, parce que peut-être que le président Paul Biya est toujours en train de calmer le jeu, mais imaginons que le pouvoir change en 2025 et que le pouvoir qui est présent n'entend pas ça de cette oreille par rapport à tout ce qui est dit, parce que les propos de Marc Brice ne sont pas des propos diplomatiques, hein. Oui. Les propos de Marc, on va y revenir là tout à l'heure. On y reviendra. J'interroge l'enseignant de relations internationales. Oui, tout à fait. C'est ça que je suis en train de dire. Donc, je vais analyser dans le plan diplomatique les lettres l'interview et la lettre que Marc Brice envoie à la Fédération camerounaise de football. Strictement sur le plan diplomatique. Mais pour conclure, et entre les relations entre la Belgique et le Cameroun, je pense que ce sont de très bonnes relations, et le président de la République qui n'est pas, vous voyez aussi, quand je dis que c'est très bonne relation, mais le président de la République ne va pas au royaume de Belgique pour être reçu de façon officielle, tout simplement parce que justement les relations ne sont pas comme celles de la France. Oui. Donc, voyons dans le cadre, qu'est-ce qu'on a à perdre? On a à perdre le fait que la Belgique est le centre de l'Europe. Bruxelles est la capitale où toutes les décisions qui se prennent à propos de l'Afrique et à propos du Cameroun se tiennent. Merci, professeur Yap. Jean de Dieu Evuna, je me tourne vers vous. L'enseignant sur le plateau nous fait savoir justement que il y a des rapports, des relations entre la Belgique et le Cameroun. La balance commerciale n'est pas celle qu'on pourrait espérer, mais elle existe. Il y a une diaspora. Alors, lorsque l'on analyse ces faits et
observe de façon précise les sorties épistolaires de M. Brice, on a l'impression qu'il semble en inadéquation avec le positionnement diplomatique de son pays au Cameroun. Pourquoi est-ce que un ressortissant d'une contrée, ami du Cameroun, pourrait avoir ce type d'attitude lorsque l'on parle justement du son boulot? Est-ce qu'il est possible que la réciproque soit acceptable de façon à ce qu'on puisse avoir un entraîneur camerounais qui tienne des propos parfois déplaçants vis-à-vis d'un responsable belge? Lorsque nous convoquons, nous regardons, si nous voulons analyser la thématique dans un sens proprement diplomatique, Oui. il faut bien sûr convoquer le droit diplomatique et consulaire. Est-ce que M. Marc Brice, le droit diplomatique et consulaire, dont je ne suis pas expert, mais est-ce que M. Marc Brice est un diplomate qui jouit d'une immunité? Non. M. Marc Brice n'est pas un diplomate belge au Cameroun. Alors, parler même déjà d'incident diplomatique, je pense que ça n'a pas sa place. Oui. Ça n'a pas sa place de parler. Il s'agit d'un citoyen belge qui est en contrat avec l'État du Cameroun, un contrat privé. On appelle ça des contrats d'investissement. Pas n'importe quel contrat quand même. Oui, j'analyse. Allez-y. Donc, Allez-y. sur le plan diplomatique, on ne peut pas encore parler d'incident, puisqu'il ne jouit pas, il n'a pas un statut de diplomate, il n'a pas un statut d'immunité diplomatique. C'est un citoyen belge qui a un contrat avec l'État du Cameroun et il est venu travailler. Vous corrigerez, si je me trompe, il n'y a qu'un diplomate qui pourrait être assujetti à créer un incident diplomatique entre deux pays. Selon la Convention de Vienne de 1961, revue en 1963, il faut jouir d'un statut de diplomate officiel pour qu'on commence à parler que deux États seront en conflit et qu'on dise que le Cameroun a à perdre. Il faut que ce soit, pour peu que j'ai pu consulter mon équipe juridique de mon ONG, ils m'ont fait savoir qu'il faut qu'ils jouissent du statut officiel de diplomate pour qu'on parle déjà de conflit entre deux États. Oui. Qu'on parle d'incident. C'est pour cela que... Ce qui est officiel. Ce qui est officiel, voilà. C'est pour ça que son ambassadeur s'est imprégné de la situation. Il ne l'a pas sommé. Il l'a convoqué comme mon frère qui vit à la diaspora, qu'il y a un incident, comme cela s'est passé dans les locaux de la FICAFOOT. Il est normal qu'un ambassadeur convoque son conseiller pour s'imprégner de la situation. Premier point. Deuxième point, je pense que les lettres ou les correspondants, ni encore les interviews de M. Marc Brice ne sauraient être interprétées sur le plan diplomatique. C'est faire obstruction à la liberté même d'expression d'un citoyen du monde qui se trouve qui parle de son travail. Vous avez quand même souvenir vers qui ces correspondances sont adressées? Elles ne sont pas. La fédération. Oui, elles ne sont pas. Elles sont adressées à un président d'association, même pas même pas un ministre de la République. Vous vivez au Cameroun, vous connaissez l'importance du football. Non, l'importance du football ne dépasse pas les normes de la République. Les correspondances sont adressées même pas à un ministre de la République, à un président d'association. C'est ça qu'il faut. Il faut analyser la chose de manière froide. Oui. Ça veut dire quoi? Il s'adresse à qui? À son patron. Comme vous aussi, vous pouvez écrire et faire. C'est-à-dire votre patron vous fait une demande d'explication. Vous avez la liberté d'expression, d'utiliser un ton respectueux, mais tout de même en remontant un certain nombre de faits. Pour ceux qui ont travaillé, savent que un employé a le droit de s'expliquer de la manière la plus digne et la plus libre possible lorsqu'il lui est adressé une demande d'explication. Donc, prendre donc la réponse d'une demande d'explication et en faire un objet diplomatique, une analyse diplomatique, c'est flouer le débat déjà. Oui. Et de vouloir mettre sur la tête d'un citoyen du monde de déplacer ses propos dans le sens de l'employeur et de l'employé. C'est de ce plan-là qu'il faut analyser des faits. Maintenant, il a fait une interview, ce qui est normatif sur le plan sportif, c'est-à-dire des entraîneurs, des joueurs. Par exemple, le président de la FICAFOOT a fait beaucoup d'interviews lorsqu'il était encore joueur, contre même ses entraîneurs, leur reprochant
soit le racisme, soit un certain nombre de choses. Et ça, nous étions en train d'acclamer. Parce qu'on se disait, on a un Gambé au milieu des Blancs qui est en train de sauver la race noire. C'est à ce niveau que vous... Aujourd'hui, je n'amène pas le débat. Maintenant, pour nous qui, dans l'organisme africain de développement de famille, ce qui nous intéresse et ce qui nous fait mal, c'est le spectacle que cela renvoie au niveau des masses populaires. D'un jeune pays comme le nôtre, qui a besoin d'éduquer sa population, qui a besoin de repères, et qui cherche ces repères auprès des pôles de rassemblement comme le football, auprès des aînés comme le président de la FECAFOOT, des repères, des modèles, auprès d'un entraîneur international comme M. Marc Brice. C'est le spectacle que cela renvoie au niveau des populations, des masses populaires, des familles, où aujourd'hui nous constatons que malheureusement que les familles se divisent, les mariages se divisent, les gens ne s'entendent plus, alors que le football était jusqu'alors le socle du rassemblement et de l'unité nationale. Et là, ça nous interpelle en tant qu'acteur de la société civile. Merci. Et en tant que membre, président de l'organisme africain de développement de famille, pour dire que ça doit s'arrêter de part et d'autre. Merci Jean de Dieu et Vouna. Je vais prendre la réaction de Franck Manson. Alors, Monsieur Marc Brice est un citoyen belge qui vit au Cameroun, qui est dans une situation contractuelle assez ambiguë. Aujourd'hui, il s'exprime et prend position contre l'institution qu'il emploie. Est-ce que vous pensez d'abord que la démarche, les sorties épistolaires à n'en plus finir, sont de nature à amener la sérénité dans une relation qu'on voudrait hiérarchiser? Oui, Stéphane, avant de répondre à votre question, il y a quelque chose qui m'intrigue un peu dans l'histoire. Oui, allez-y. C'est vraiment enfermer 30 millions de Camerounais dans une problématique qui, dans le fond, ne touche fondamentalement pas au réel problème des Camerounais. Ça relève quand même d'une ingéniosité. Parce que nous sommes à l'approche, à l'aurore d'une rentrée scolaire. On ne connaît même pas le nombre de familles qui, pour l'instant, sont prêtes à assumer justement les charges relatives à la rentrée scolaire. Parce que ce sont en fait des débats qui devraient meubler des réflexions. Bon, maintenant, pour rentrer dans le sujet, moi, quand j'y réfléchis attentivement, je me suis dit, en réalité, quand on est un leader, Stéphane, parce que c'est une situation qui engage plusieurs leaders dans les institutions, un leader, un vrai, c'est pas vraiment quelqu'un d'individualiste. C'est pas quelqu'un qui est enfermé dans les rancunes, les haines, et dont les démarches s'inspirent des règlements de compte. L'objectif fondamental d'un leader, c'est d'amener justement l'institution qu'il a à charge à un certain niveau. Ça, c'est important. Et deuxièmement, c'est une situation qui est extrêmement complexe. Parce qu'il est clair que Marc Brice, on peut dire, il a pour hiérarchie la FECAFOOT. Oui. Donc, ceci implique le fait que, comme il a si bien dit, il devrait déjà avoir du respect. C'est-à-dire, même si l'on veut donner certains, faire des rapports, tout en indiquant justement un certain nombre de faits, je pense que ça doit se faire justement dans le respect. Oui. Ça, c'est une chose. Et maintenant, quand vous revenez au niveau, par exemple, même des textes, c'est-à-dire régissant le fonctionnement du football au niveau du Cameroun, moi, je pense que, parce que les experts nous en diront plus, le choix, par exemple, du stade, je pense qu'il revient à la FECAFOOT de faire le choix du stade, bien sûr en collaboration avec l'État. Mais vous savez que la question des textes, généralement, c'est une question d'interprétation. N'y entrons pas, je préfère qu'on s'appesantisse sur le recadrage, par exemple, de l'ambassadeur du Royaume de Belgique au Cameroun, qui a interpellé son concitoyen sur justement la façon de faire et surtout les mots choisis lorsqu'on s'adresse quand même à celui qui est censé être votre hiérarchie. Oui, c'est normal que l'ambassadeur justement recadre son concitoyen. Pourquoi? Parce que vous savez très bien que la plupart des Camerounais, on dit souvent, sont des amoureux du football. Oui.
Et il n'est plus à démontrer l'influence dont jouit M. Samuel Eto'o au sein d'une bonne frange de la population. Ça veut dire que si certains voyous s'amusaient à porter atteinte à l'intégrité physique ou morale de Marc Brice, je pense que c'est d'abord l'ambassade justement de la Belgique qui répondrait de cela. Donc je pense que l'ambassade justement de la Belgique est dans son rôle. Dans son rôle, parce que c'est question ici, comme justement le dit le docteur, d'équilibrer un peu les choses. Et maintenant, peut-être pour sortir un élément important, vous avez parlé tout à l'heure de l'incident diplomatique. Vous savez qu'il y a plusieurs Africains qui meurent parfois dans certains pays européens. Oui. Mais pourquoi est-ce que ça ne fait pas écho? Mais c'est parce que ces individus ne représentent pas grand-chose, que ce soit au niveau du Cameroun ou alors que ce soit à l'extérieur. Et maintenant, quand vous voyez par exemple Marc Brice ne fait pas partie de la machine étatique belge. Il ne fait pas partie de la machine étatique belge. En réalité, les orientations politiques même de la Belgique, je pense que Marc Brice, il n'y existe pas. C'est-à-dire dans ses orientations politiques, il est un sportif. Oui. Il n'est pas politicien, il n'est pas diplomate. Donc on peut bien comprendre le décalage qu'il peut avoir entre sa démarche et l'orientation politique ou alors diplomatique. Alors, si c'est un voyou, comme vous l'avez dit... Je n'ai pas dit qu'il était un voyou. Non, permettez que je vous relance. Je n'ai pas dit que vous disiez qu'il était voyou. Si certains voyous attentaient donc, ou alors de façon plus ou moins avérée, essayer intimider M. Brice, et que cela était envenimé, est-ce que là, à ce niveau, l'ambassadeur de Belgique ne prendrait pas les mesures qu'il faut, parce qu'il s'agit quand même d'un concitoyen dans un pays étranger. Bien entendu que l'ambassadeur de Belgique, il prendrait certainement les moyens, parce que c'est un citoyen belge. Et ce citoyen, à ce que je sache, il paye non seulement les impôts quand même, mais il doit certainement les payer même en Belgique. Donc, ce qui fait que je pense que l'ambassadeur, en fait, il est dans son rôle, parce que le rôle, justement, aussi d'un ambassadeur, c'est de protéger, justement, les ressortissants de son pays à l'étranger. Quitte, justement, à ce que cet ambassadeur ait suffisamment de points, suffisamment d'autorité pour imposer, justement, une conduite aux citoyens, une conduite, justement, qui est conforme aux orientations diplomatiques de son État. Merci. Pour précision, le ministre de l'emploi et de la formation professionnelle avait demandé à voir clair justement sur la situation professionnelle de M. Brice au Cameroun. Il avait demandé à voir son contrat de façon précise. Monsieur Abada, alors vous venez de la diaspora, vous avez certainement eu écho de cette situation assez ambiguë entre un employeur et son employé, entre un Belge et pas l'État, mais une association privée au Cameroun. Quel est votre regard d'abord sur ces rapports entre employeurs et employés, avant peut-être plus tard, si vous le voulez, vous pouvez développer sur justement les contradictions de ces rapports-là. Stéphane, vous posez la question pas à un spectateur du football camerounais, mais un acteur. Pourquoi un acteur? Je suis président de club. Je suis président de club du football amateur depuis mes l'âge de 16 ans. Donc, Maison Fecafoot, je connais. Les présidents qui sont passés, je connais leur fonctionnement. Je sais comment on a, à l'époque, les présidents étaient nommés. Et là, les présidents sont élus. Entre celui qu'on a nommé et celui qu'on a élu, est-ce qu'ils ont la même manière de diriger? Car celui qu'on a nommé, comme l'apôtre Paul le disait, il disait, si je suis apôtre, je ne suis pas pour les hommes, je suis pour le Seigneur Jésus-Christ. Car je n'ai pas été choisi par un homme, j'ai été choisi par Dieu. Donc celui qui est choisi par un homme, l'homme tient la corde. Et de temps en temps, quand il veut, il met la corde au cou. De temps en temps, quand il veut tirer, on tire la corde. On te rappelle que c'est moi qui t'ai nommé. Mais quand on est élu, on se dit, j'ai présenté un programme. Et je marche selon mon programme. Oui. Là, je mets un peu, comme on dit en latin, tabula rasa, d'abord sur la situation. Maintenant, Marc Brice, dans ses propos, dans son courrier, si on regarde de manière verticale et de manière horizontale, Marc Brice rappelle déjà à la FECAFOOT, vous n'êtes pas mon employeur. Marc Brice rappelle déjà à la FECAFOOT, je n'ai pas de compte à vous rendre.
contrat, j'ai signé un contrat avec l'État du Cameroun. Cela est-il normal J'arrive. Oui. Donc, en d'autres termes, quand Marc Brice dit, si on regarde l'esprit de la lettre de Marc Brice, on constate qu'il y a deux personnes. Il y a ce qu'on appelle le signataire et la personne qui a fait la rédaction. Dans l'esprit de la lettre. Parce que, on a demandé... Attendez. Vous voulez nous faire comprendre que ce n'est pas Marc Brice qui aurait rédigé la fameuse réponse à la demande la fameuse réponse qui relaie. Prenez le premier paragraphe et vous prenez le dernier paragraphe. La réponse de Marc Brice. Belle analyse. Prenez le premier paragraphe et le deuxième paragraphe. Marc Brice répond à tout, mais pas à la demande d'explication. Il parle de tout, mais pas à la demande d'explication. Alors, c'est normal lorsqu'on est interpellé par son patron. Et justement, donc, maintenant, comme Marc Brice nous a rappelé, nous a dit à tout le monde que son patron est le MINSEF, le ministère des Sports, et maintenant c'est au ministère des Sports maintenant de donner une demande d'explication à Marc Brice. Maintenant, c'est le ministère des Sports qui doit donner la demande d'explication. Parce que Marc Brice a dit, j'ai signé un contrat avec l'État du Cameroun. Qui dit État du Cameroun? Le ministère. Donc vous êtes le ministère technique, s'il vous plaît. L'organe technique de l'État. Oui. Le sport, c'est le ministère des Sports. D'accord? Il refuse donc d'abord la subordination à la fédération. Il refuse clairement. Clairement. Oui, allons-y, avancez. Et maintenant, Marc Brice est allé même très loin. Y a-t-il de la logique? Marc Brice est allé même très loin en Belgique. Dans son interview de la Belgique, oui. Il a insulté le chef de l'État également. À quel niveau? Quand il dit les suiveurs qui suivent Samuel, les personnes qui suivent le président de la fédération sont les suiveurs. Donc ça veut dire le président de la République. C'est pas un parallèle. Non, j'arrive. Laisse-moi développer. S'il vous plaît. Laisse-moi développer. Allez-y. Je suis en train de développer. Là, j'entre dans le fond et non dans la forme. Là, on a parlé de la forme, maintenant j'entre dans le fond. Allez-y, monsieur Abad. Quand il dit que les suiveurs et le chef de l'État a mis tabula rasa dans les problèmes en appelant qu'on appelle Samuel Eto'o à la présidence. Il a mis, et maintenant ça veut dire quoi? La confiance qu'on a donnée encore à Samuel Eto'o, d'accord, au président de la Fédération camerounaise de football, Marc Brice appelle celui-là un suiveur. Moi je pose une question. Est-il normal qu'il tienne cette interview en Belgique qui n'est pas son pays? Pas du tout. C'est même en d'autres termes, quand on regarde, les juristes peuvent le dire, d'accord, Marc Brice fait ce qu'on appelle, c'est même très grave, Marc Brice appelle à la révolte. Voilà. Non, c'est grave. Non. Lui prêter ce type de propos. C'est moi, je porte. Oui, vous portez. Et j'assume mes propos. J'assume mes propos et j'argumente mes propos. Oui. J'assume mes propos et j'ai les arguments. Je ne donne pas en laissant dans le vide. Appeler à la révolte, c'est assez lourd, monsieur Abada, s'il vous plaît. Pourquoi? Parce que le président de la Fédération camerounaise de football a joué, c'est un ambassadeur du Cameroun. Oui. Rigobert, son capitaine des Lions Indomptables, est un ambassadeur du Cameroun. C'est pareil comme ça allait casser une ambassade parce que vous démolissez les ambassadeurs de notre pays, de notre vert rouge jaune. C'est passé juste des statuts d'ambassadeur. Le chef de l'État les a décorés. On peut décorer, on venait de décorer un Américain. S'il vous plaît, monsieur Voulin, on ne va pas avancer. Vous allez chuter, monsieur Abada. Le chef d'État les a décorés. Donc, ce sont des emblèmes du vert rouge jaune. Merci. Ce sont des symboles du vert rouge jaune. Merci, je viendrai vers vous plus tard. Jacques Léonce, alors, nous sommes là en train d'épiloguer sur une situation assez ambiguë, mais qui prend et accapare l'attention médiatique, quoique M. Manson pense que ça ne devrait pas être le cas. Alors, comment est-ce que vous, en tant que juriste, analysez les dernières sorties épistolaires de M. Marc Brice? Y a-t-il lieu de s'inquiéter sur les rapports, comme dit Courtois et Apusé, entre le Royaume de Belgique et justement l'État du Cameroun, alors que certains, sur des voies de communication, notamment les réseaux sociaux, appellent justement au départ de, je ne vais pas utiliser les termes ici, de ces Belges? Stéphane, j'ai un peu
j'ai été effrayé par la chute de mon prédécesseur. J'ai vraiment été effrayé lorsqu'il parle des emblèmes en citant des noms des personnes. J'ai vraiment été effrayé. Mais j'ai aimé son argumentaire lorsqu'il analyse la lettre de Marc Brice. Oui. Il dit quelque chose de très pertinent que Marc Brice rappelle en filigrane dans sa lettre. Il dit que je ne suis pas employé par la FECAFOOT. Juridiquement, Marc Brice n'est pas employé par la FECAFOOT parce que M. Samuel Eto'o n'a jamais paraphé son contrat. Donc il n'est pas en contrat avec la FECAFOOT. M. Samuel Eto'o a carrément refusé de parapher son contrat. Donc il n'est pas un employé de M. Samuel Eto'o. C'est l'État qui l'emploie et c'est l'État qui le paye. Est-ce que lui, Marc Brice, pourrait accepter pareil confusion dans son pays? La Belgique, c'est un pays respectable. Le Royaume de Belgique est un grand pays. Est-ce que l'entraîneur de Belgique pourrait défier la fédération pour se protéger ou alors se réfugier, entre guillemets, vers le ministre des Sports belge? Stéphane, ce n'est pas une défiance. Je voudrais rappeler quand même, moi je vais mettre les pieds dans le plat. Allez-y. Je voudrais rappeler le contexte dans lequel M. Marc Brice arrive. Tout le monde connaît le contexte. Il y a une légende que mon ami d'en face a voulu en faire un emblème. Qui a carrément refusé l'arrivée de M. Marc Brice. Voilà le contexte. C'est-à-dire que c'est un monsieur qui a dit je ne veux pas de ce monsieur. Il y a une légende, il y a un président de fédération. Je ne sais pas trop. S'il vous plaît, laissez monsieur avant parce que je veux juste rappeler à monsieur le document du SGPR. Il dit avec concertation. Merci. Le mot concertation. Ce que je voulais démontrer, c'est que M. Marc Brice a raison dans sa lettre. Vous l'avez dit. Qu'en filigrane, il rappelle à M. Samuel Eto'o que vous n'êtes pas mon employeur. Parce que vous n'avez jamais paraphé mon contrat. Il a carrément refusé de le faire. Donc, en réalité, M. Marc Brice n'est pas employé de la FECAFOOT. Juridiquement, c'est faisable. D'ailleurs, on n'a pas besoin de faire un dessin. Tout le monde comprend que M. Eto'o a refusé d'employer M. Marc Brice. Et donc, c'est pas son employé. Il est obligé. Justement. Mais les textes disent que le contrat doit être paraphé par l'État et la FECAFOOT. Oui. Mais sauf que quand la FECAFOOT refuse de parapher le contrat, vous voulez que M. Marc Brice, lui, l'accepte qu'il l'emploie de quelqu'un qui a refusé de l'employer? Nous parlons des propos de Marc Brice. En fait, c'est de la lettre. Est-ce qu'elle S'il vous plaît, professeur. J'en viens. Je suis sur la lettre. On voit, c'est les insultes dont on parle. Qui a insulté qui? Qui a insulté qui? Je trouve carrément M. Marc Brice très poli parce qu'en réalité, très poli. Stéphane, je le trouve très poli et courtois dans sa lettre. Parce qu'en réalité, lorsque M. Marc Brice est arrivé à la FECAFOOT, vous avez vu ce qui est arrivé. Vous avez vu comment est-ce que le ton avec lequel celui que vous appelez légende l'a accueilli avec. Vous avez vu ce qui s'est passé. Il ne me souvient pas que lorsque un entraîneur entre à la FECAFOOT, qu'il y ait des caméras pour filmer ce qui se passe et tout. Vous avez donc derrière il y avait un schéma qui voulait aboutir à ce que votre légende humilie ce monsieur dont il n'a jamais voulu. Donc en réalité, nous sommes des humains. Vous voyez, nous sommes des humains. Vous n'allez pas demander à quelqu'un qui est tout le temps insulté d'être courtois, qui est tout le temps traité de petit entraîneur, qui est tout le temps traité de je sais pas trop. Donc, monsieur le président de la FECAFOOT est arrivé jusqu'à dire à ce monsieur que lorsque je joue au football, vous ne pouviez pas être mon entraîneur. Ça, c'est une insulte. Mais c'est vrai. C'est grave. Et là, c'est normal. Mais c'est normal. Là, c'est normal. Là, c'est normal. Lorsqu'il a dans sa lettre. Est-ce qu'il y a une insulte là-dedans? Il n'y a pas une insulte. Voilà pourquoi je trouve dans sa lettre, il n'y a pas d'insulte. Ah ben je vais te donner. Il n'y a pas d'insulte. Donc en réalité, Stéphane, moi je suis gêné qu'on mette incident diplomatique pour un employé belge au Cameroun. Parce que vous êtes présent sur les réseaux sociaux, est-ce que vous ne percevez pas cette colère sourde qui pourrait amener à ce qu'il y ait des actes ou un acte malheureux contre un ressortissant belge? Très belle question.
j'ai aimé, justement, je reviens sur mon voisin en face. Quand il a dit que Marc Brice dit que monsieur Samuel Eto'o est entouré de suiveurs. Et effectivement, ce qui se passe dans les réseaux sociaux, c'est des suiveurs. Parce que, il vous souvient que moi, j'ai toujours eu des sorties un peu dures sur la personne. Sur la personne. Et parfois, je suis agressé par ces suiveurs. Vous avez des Camerounais qui ont carrément érigé ce monsieur en Seigneur, en Dieu, c'est-à-dire la perfection totale. Il ne fait jamais d'erreur, il ne se trompe jamais, tout ce qu'il fait est bien. Lorsque vous trouvez que c'est un monsieur qui s'est trompé, vous devenez l'homme à abattre, sur tous les plans. Voilà pourquoi moi je ne trouve pas que... Bon, c'est des suiveurs en fait. C'est des suiveurs et il ne peut pas y avoir d'incident diplomatique parce que des suiveurs sont énervés. Quelqu'un répond, quelqu'un fait son travail. Monsieur Marc Brice fait son travail, il a été interrogé, il a fait ça, il a rendu sa lettre, il a fait... Les gens parlent d'interview, mais c'est un entraîneur. Mais il est chez lui. En fait, c'est une personne ressource. C'est un peu comme monsieur Rigobert, son grand coach, tel que vous le dites souvent, qui peut être employé par un pays étranger. C'est-à-dire qu'il peut être employé en Belgique, au Tchad, par exemple. Oui. Lorsqu'il revient au pays, on lui pose des questions sur sa gestion de l'équipe tchadienne. Mais il répond. Encore que ce que ce monsieur dit dans cette interview n'est que la pure vérité. Stéphane, les Camerounais sont des hypocrites. Nous connaissons que c'est comme ça que ça se passait. Merci. Il n'a rien dit de superflu, il n'a rien inventé. Ce monsieur n'a fait que rappeler la vérité des faits. Tout le monde sait que c'est comme ça que ça passe, mais nous sommes des hypocrites. Parce que nous sommes tous, entre guillemets, des suiveurs. Moi, je ne suis pas suiveur. Merci. Prenons cette réaction d'un acteur du travail qui voudrait nous le préciser une ou deux choses. Alors, bonsoir Stéphane Bargaï et à ton illustre panel. Merci. Un incident diplomatique est un événement survenu sur la scène internationale entre deux États ou plus et qui est susceptible de nuire à leurs relations. En faisant une analyse restrictive de la situation, il est difficile d'arriver à un incident diplomatique, car il s'agit là d'une relation contractuelle entre un employeur et son employé. Cependant, l'analyse se poursuit. En faisant une analyse extensive, il est possible qu'on arrive à un incident diplomatique si le conflit est mal managé. Il est important de savoir qu'en relation internationale, il existe des acteurs étatiques et des acteurs non étatiques. In fine, il faut savoir que tout dépendra de la suite des événements, car chaque État a l'obligation de protéger ses citoyens, qu'ils soient diplomates ou pas. Une affaire banale peut devenir une affaire diplomatique en fonction de ses conséquences et de ses effets. En technique du droit du travail, c'est l'entreprise utilisatrice qui exerce le pouvoir disciplinaire. Donc la FECAFOOT est en droit de donner une demande d'explication et en fonction des procédures disciplinaires de proposer des sanctions auprès du ministère. Sauf que la FECAFOOT n'a jamais employé. Merci. Sur le plan juridique, M. n'a jamais été l'emploi de la FECAFOOT jusqu'à preuve du contraire. Merci. Donc vraiment, il faut professeur Yap, je me tourne vers vous. Alors, on nous fait savoir que l'incident diplomatique est lointain, mais qu'il pourrait être certain si le cadre normatif était mal managé. Alors, pourquoi est-ce qu'on a l'impression des thèmes de racisme ont été évoqués sur le plateau lorsqu'on se promène sur les différents moyens de communication, les réseaux sociaux par exemple, on a des appels au départ, il y a des termes assez xénophobes qui sont même employés. Alors, est-ce que c'est possible que justement M. Brice, se sentant menacé, puisse s'en référer à son État qui peut-être pourrait interpeller de façon précise l'État du Cameroun? Normalement, M. Brice devrait démissionner. S'il ne démissionne pas, on devrait le limoger. Et pourquoi? Ça, c'est ma formule de début. Mais je veux d'abord parler de l'incident diplomatique. Nous sommes enfermés dans une bulle d'ignorants. D'ignorants. Je vais m'expliquer. Ce n'est pas une insulte. Pardon. Je vais vous expliquer quelque chose. Le passeport africain, le passeport camerounais que j'ai là, c'est vrai. Il vaut pas grand-chose. OK? Oui, non, une minute, s'il te plaît. Un passeport européen, quelle que soit la personne lambda, crée un incident diplomatique, que vous vouliez ou pas. La preuve en est que quoi? Quand nous, on meurt tout le temps sur les rivières. Quand on enlève un seul Européen en Afrique, le chef d'État va bouger. Oui.
Est-ce qu'il est diplomate? Est-ce qu'il est diplomate? Quand on a enlevé des gens au nord, le président Paul Biya y a mis la main personnellement. Est-ce que ces gens étaient diplomates? On a vu Nicolas Sarkozy au Tchad. On a vu Nicolas Sarkozy au Tchad. Vraiment, l'ignorance dans laquelle on est, chaque blanc qui arrive, je ne parle même plus dans le sens de nationalité. Chaque blanc qui arrive au Cameroun ou en Afrique est protégé par son passeport. Et quel que soit ce qui va arriver, ça peut, je n'ai pas dit que tout incident peut créer, mais encore qu'une grande figure comme celle-là, ça va créer un incident diplomatique. Je clôt le débat parce que je pense qu'on est dans une ignorance complètement et totale. Le passeport, pourquoi est-ce que les Africains prennent le passeport européen? Parce que même dans leur propre pays d'origine, ils sont protégés. Parce que quand un Camerounais prend le passeport européen ici, là, un policier ne peut rien lui dire, un policier ne peut rien lui faire. Mais j'ai mon passeport camerounais, moi je n'ai jamais changé de nationalité, du moins en Angleterre. Oh, je vais être considéré comme le nègre qui vient en Angleterre. Or, quelle que soit la personne qui est ici, balayeur de rue, il va à l'ambassade de France avec des babouches et avec je ne sais pas quoi. Là, le personnel de l'ambassade de France le reçoit. Quel est le problème? Vous avez eu ça avec qui? On documente et s'il faut appeler le Quai d'Orsay, ils appellent le Quai d'Orsay. S'il faut sommer le ministre des Affaires étrangères, ils somment le ministre des Affaires étrangères. Donc, voilà, c'est ce que je voulais préciser. Quand on est entouré de beaucoup dans une bulle d'ignorants, il faut arrêter ce genre de choses. Marc Brice peut créer un incident. D'ailleurs, il est un haut profil. Revenons maintenant au niveau de... Je dis que Marc Brice devrait démissionner ou alors on doit le limoger. J'ai écrit un livre sur le racisme. Kant and the Politics of Racism. Oui. Par le greffe Macmillan, où je disais qu'il y a des formes de racisme qui sont subtiles. Marc Brice a le complexe, du moins, démontre le complexe de supériorité. Je l'ai déjà dit. Et c'est pour cela que normalement il devrait démissionner. Pourquoi il doit démissionner? Parce que Stéphane. Et je comprends que l'environnement camerounais ne connaît pas ce qu'on appelle un vrai milieu de travail, parce qu'il n'y a pas un vrai milieu de travail au Cameroun. Le devoir de réserve, Stéphane. Le devoir de réserve. Quand moi j'enseigne à l'université de Southampton, la première clause que je prise ici, c'est le contrat sur la confidentialité de tous les documents que je vois ici là. Et j'ai le devoir de réserve de parler de l'université de Southampton, toujours en haut. Je ne peux jamais parler de l'université de Southampton où je peux. Sinon, c'est la première des choses. Marc Brice est un Européen. Il a travaillé toute sa vie en Europe. Et tout connaît comment ça se passe en Europe. Marc Brice ne peut pas parler comme il a parlé. Ne peut pas. Maintenant, quand mon confrère dit qu'il est à côté de moi, je dis que le RDP a formé des mauvais jeunes. Parce que quand des gens sont même incapables de reconnaître une insulte claire dans une... Quand Marc Brice dit que son Bahanak est une marionnette d'Eto, c'est pas une insulte. Maintenant, je vais vous donner le caractère de son Bahanak. Vous qui avez suivi son Bahanak dans toute sa carrière, son Bahanak est un lion ou pas? Vous pensez sérieusement que son Bahanak qui a managé Eto en tant que capitaine? Non, mais Stéphane. Non, je vous en prie. Non, mais laisse que je termine. Non, je termine. Non, je retire la parole. Moi, je peux pas être sur un plateau. S'il vous plaît. Je peux pas être sur un plateau. On crée des gens d'ignorants. Je suis pas un ignorant. Si ça continue, moi je me lève, c'est pas. Je peux pas être sur un plateau. Quelqu'un qui est professeur crée des gens d'ignorants. Oui, tu es ignorant. Vraiment, je vous demande de recadrer votre s'il vous plaît. Donc vraiment, tu es libre de partir. Moi, j'ai des gens qui vraiment gênés, des gens qui doivent servir d'exemple. Je comprends pas. Dans les universités, on dit si tu es ignorant, tu es ignorant. Tais-toi et tu écoutes. Un incident diplomatique peut être créé par tout le monde. Vous n'êtes pas dans un S'il vous plaît, s'il vous plaît. Faites beaucoup. S'il vous plaît. Non, si tu ne veux pas. C'est pas la transition. C'est en direct. Hein. Nous sommes en direct. S'il vous plaît. Il y avait la transition. J'étais dans la démonstration. S'il vous plaît, professeur, nous allons d'abord prendre un temps d'arrêt.
appel. Une victoire sans 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 appel. Retour sur le plateau de World Actu. La question, justement, liée à l'incident diplomatique qui pourrait survenir si ce bisbille entre un employeur et son employé s'est poursuivi, fait réagir abondamment sur le plateau. Et c'est le professeur Yap qui avait la parole. Nous allons lui permettre d'aller au bout de son analyse, justement, sur l'attitude du mise en cause. Merci Stéphane. Donc, je disais que Marc Brice doit être limogé. Il doit être limogé parce que il a, je prends seulement un seul fait. Il y a beaucoup de critères. Je peux citer 3, mais je prends un seul fait, le droit de réserve, Stéphane. Je disais que dans le cadre du contrat de travail, et que le plus simple contrat de travail que moi que j'ai eu dans toute l'Europe que j'ai travaillé, il y a, et surtout que j'ai travaillé dans un centre de recherche, il y a la confidentialité et il y a le droit de réserve. Dans l'entreprise dans laquelle tu travailles, tu dois toujours parler de cette entreprise de façon très haute. Et en Europe, ça ne blague pas. Marc Brice ici a démontré que il a méprisé toute l'institution de la FECAFOOT. Il n'a pas parlé de Samuel Eto'o seulement. Hein. Il a méprisé il a méprisé tous ces jeunes qui suivent Samuel Eto'o en tant que modèle. Citez-moi 2 modèles en Afrique. Citez-moi 2 modèles en Afrique. Samuel Eto'o a cette capacité d'énerver les incompétents. C'est ça le problème qu'on a. La jeunesse RDPC, que la RDPC a formée, elle est foncièrement et incompétente. Et vous allez voir que la plupart des personnes qui sont contre Samuel Eto'o sont des gens incompétentes. Je dis que cet entraîneur a insulté toute la jeunesse africaine. Regardez comment est-ce que Samuel Eto'o est reçu par les chefs d'État un peu partout dans l'Afrique. Vous pensez que sérieusement qu'un individu lambda qui n'a rien fait de toute sa vie, cet individu a fait quoi dans sa vie? Cet individu, ce blanc a fait quoi? Non, je disais que j'ai écrit un livre sur Kant and the Politics of Racism. Je suis le seul expert du racisme ici sur ce plateau. Et qui a été produit par Palgrave Macmillan, la plus grande maison d'édition du pays, du monde, le monde anglo-saxon, où je démontre ceci, Stéphane. Je démontre qu'il y a des formes latentes de racisme. Et quand
était, laisse-moi seulement chuter, donne-moi une minute. Kant était le concepteur du racisme que les États ont utilisé pour légitimer leur présence en Afrique. Il y a un complexe de supériorité qui est en chaque plan. Tous ceux qui ont vécu en Europe vont vous le dire. Je ne dis pas qu'on ne peut pas le percevoir. Je vais vous raconter une histoire. Pour chuter, professeur. Pour chuter, je raconte cette histoire. Oui, s'il te plaît, 30 secondes. Je raconte une histoire. Une petite histoire. Ici, à Bastos, j'ai une amie qui avait un restaurant ici à Bastos. Alors, elle avait organisé une réception. Il était 20h et on avait organisé des groupes de danse. Les groupes de danse étaient là. Donc, on faisait un peu le bruit et tout cela. En plein carrefour Bastos. Il y a un Libanais qui est venu, nous a dit qu'on faisait trop de bruit. Nous avons dit, nous sommes excusés, mais on est un restaurant, on est en fête, on s'est excusé. La deuxième fois que ce Libanais est arrivé, il a arrêté, il a mis sa main sur les instruments du groupe qui jouait. Je lui ai posé la question, sur quel droit? Je ramène cette histoire tout simplement parce que on a un complexe. Eux, ils ont le complexe de supériorité. On a un complexe d'infériorité qui se manifeste aussi dans ce plateau. Ce sont les Camerounais qui donnent ce courage à Mac Brice. Je te garantis, Stéphane, jamais de toute ma vie en Europe, presque 25 ans, un noir ne peut parler comme ça à un blanc et rester une seule minute. On l'aurait viré à la seconde où que ce soit lui ou pas, on l'aurait viré tout de suite. Merci. Donc Mac Brice doit partir du Cameroun. Il doit partir parce que c'était raciste. Merci. On ne va pas dire que c'était raciste, ce n'est pas affirmé. C'est mon avis. C'est un avis que vous assumez, en tant qu'expert du racisme. En tant que modérateur de ce plateau, nous ne nous reconnaissons pas sur ces propos. Jean de Dieu Evouna, la question reste la même. Nous sommes en train d'avancer dans la réflexion. Que peut-on faire lorsque il y a cette forte probabilité que des attitudes d'individus qui n'ont pas justement le vernis diplomatique soient en capacité justement d'amener des États à s'interroger sur leurs relations. Nous avons ce cas sous la main. Des choses sont dites sur les réseaux sociaux, des Camerounais s'expriment, la question divise et en tant qu'acteur social, le journaliste doit s'interroger. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que vous n'avez pas l'impression que ce monsieur, je parle ici de l'entraîneur, serait instrumentalisé? Je vais prêter les propos du professeur. Oui. Que tu me poses la question, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait avec une jeunesse du RDPC incompétente? On l'éduque. Hein? On l'éduque. D'autant plus que M. Eto'o est une jeunesse du RDPC. Donc il est incompétent. C'est le professeur qui le dit, c'est pas Evouna. Parce que, monsieur, permettez-moi, je vous donne... Non, acceptez ça. Pas une jeunesse du RDPC. Non, il est une jeunesse du RDPC. C'est ça. Laissez. Il a soutenu le RDPC en 2018. Je vous ai dit que vous n'êtes pas prêt à gouverner. Je dis une chose, il est pas prêt à gouverner. Des déclarations, faites attention. On fait des déclarations. Vous venez de nous démontrer la jeunesse formée par le RDPC. Je vais vous dire une chose. J'ai plus de la quarantaine, monsieur. De la même chose que monsieur Eto'o. Nous sommes tous la jeunesse de la quarantaine. Formés par le RDPC. Qu'est-ce qu'on fait avec... Oui, je réponds à la question. Laissez-moi analyser. Je ne sais pas ce que... Donc, je te disant que... Non, la réflexion, c'est... J'ai emprunté les paroles. Avançons dans la réflexion. C'est-à-dire que quelqu'un qui dit, il y a 2 jours à Baganté, qu'il soutient le RDPC et son président n'est pas le jeune du RDPC. Il est donc incompétent. Formé. Et ne nous refusez pas la légitimité. Ne nous refusez pas la légitimité de penser et de dire que nous avons ici le complexe du blanc. Non. Le panafricanisme n'est pas du racisme, monsieur. Vos frustrations, vous les gardez pour vous. Et vous nous respectez. Je veux que je vous... Une fois que ceci est dit, je réponds à la question. Je dis... Une fois que vous l'avez dit, oui. Une fois que vous l'avez dit, je dis clairement ma parole. Je la retire. Si vous voulez, oui. Vous êtes libre de retirer votre parole, mais je dis que comme le pas des jeunes, comme nous sommes d'incompétents, parce qu'on a vécu des frustrations, qu'on ne traite pas
des gens qui se sont... Quand vous êtes partis, nous sommes restés balayés sur le terrain. Je voulais poser une Vous question. ne nous insultez pas d'incompétents, monsieur. Je voudrais poser une question précise. Vous n'y répondez pas, je me tourne vers, Oui, vous pouvez vers Franck Manson. On avance dans la réflexion. Alors, aujourd'hui, donc, pour beaucoup, il y a un point de rupture. Qu'est-ce qu'on fait pour préserver ces relations entre deux États qui, avant toute cette polémique, n'avaient que des rapports cordiaux? Stéphane, avant de répondre à la question, je voulais revenir sur un élément important. Allez-y. Vous savez, ce qui fait l'impertinence de la plupart de nos analyses, c'est tout simplement parce que le caractère de nos opinions sont souvent partisans. Partisans, les Oui. opinions. Et quand vous analysez de pareils sujets avec beaucoup d'émotions, on passe totalement à côté de la plaque. Je pense que, en réalité, le sujet ne devait pas tourner tout autour des personnes, mais tout autour des idées. Tout à fait. Ça veut dire que apporter des idées, justement, en même d'assainir un peu l'atmosphère qui prévaut. C'est important. Et l'autre élément important, c'est une question que je me pose. Je Allez-y. ne m'affirme pas de manière absolue. On peut justement se poser la question à savoir si Marc Brice ne serait pas mandaté par une officine pour défier aussi quelque part l'autorité de la FECAFOOT. Ce sont des questions qu'on peut se poser. Légitimement, vous pouvez vous les poser. Si c'est le cas, ça sous-entend que ça soit ceux qui le mandatent ou peut-être lui, personne n'est là pour l'intérêt du football camerounais. Bon, maintenant, si ce n'est pas le cas, je pense qu'il revient à l'un et à l'autre de respecter son périmètre de compétences. Donc, ceci étant dit, je pense que ça répond déjà à ta question. Donc, pour sortir, je pense que pour assainir, en fait, le climat qui prévaut, l'atmosphère qui est, je peux dire, nauséabonde, je pense que quelque part, les hauts responsables de l'État camerounais devraient se prononcer dans la situation. Oui. Question justement de recadrer. Qui est au responsable? Puisque la question a été évoquée jusqu'aux plus hautes sphères de la République et malheureusement on a l'impression Non, que c'est-à-dire personne ne parvient plus à maîtriser Stéphane, quelque chose. Même de manière officieuse, parce que je vais sortir par une image, même de manière officieuse, le chef de l'État peut interpeller les acteurs et les parler. Il ne l'a pas encore fait? Chacun, je ne sais pas, je n'en sais rien. Maintenant, pour sortir, Stéphane, Oui. parce que imaginez que vous rentrez dans une maison. Vous avez, la maison, elle est structurée, elle est hiérarchisée. Vous avez les parents, on a le père, généralement, la plupart du temps, on a la maman, on a les enfants. Et vous avez donc, par exemple, un employé qui s'y introduit. Vous savez ce qui va donner le pouvoir à l'employé de respecter tous les membres de la famille? C'est parce qu'il faudrait déjà qu'il se rende compte que les différents responsables de la maison s'entendent. Ça veut dire que quand un employé rentre dans une maison, si le papa et la maman ne s'entendent pas, les enfants, mais il est clair que son comportement... L'employé devrait donc prendre position vis-à-vis pour quelqu'un... Si l'employé a des affinités particulières avec l'un des responsables de la famille, il est clair que son comportement pourrait certainement être influencé justement par ses affinités. Et je suis convaincu que c'est ce qui explique tout ce que nous sommes en train de vivre au niveau du Cameroun. Que ceux qui ont les oreilles pour comprendre, comprennent. Merci Franck Manson pour ces propos empreints de courtoisie, de sagesse. Jean de Dieu Vouna, j'ose espérer que nous serons plus apaisés cette fois-ci. Je vous interpellais sur ce qu'on serait en capacité de faire. Franck Manson fait une proposition, il faudrait que les plus hautes autorités de la République se saisissent. Peut-être même tenter une concertation avec l'ambassade pour peut-être un rappel à l'ordre sur la manière et les propos. Qu'est-ce qu'on fait en pareille situation, vous, l'acteur des sciences sociales? Vous savez, contrairement à ce que certains pensent, qui nous prêtent tous des jeunes du RDPC, nous avons toujours travaillé. Nous avons eu parfois des propos très durs vis-à-vis de ce régime. Nous sommes ici, nous avons grandi dans ce pays. Et voyez-vous, le malaise dans cette situation, c'est que les lois dans notre pays, il y a comme un conflit de lois. C'est-à-dire, on vote des lois qui se confrontent. Voyez-vous. Et pour attendre, et ceci est fait exprès. Pour embrouiller les gens. Oui, pour embrouiller les gens. Et ceci est fait exprès dans le but d'espérer toujours l'arbitrage du chef de l'État qui arrive et se prononce et on commence à dire par la magnanimité du chef de l'État
qui est venu dire, et c'est cette magnanimité que vous convoquez ici. C'est-à-dire, même le problème d'une association et son entraîneur, il faut que le chef de l'État se prononce. Voyez-vous là où vous amenez la nation? Vous croyez qu'un chef de l'État est élu pour venir se prononcer sur des questions d'association? Le président Paul Biya, En cas de force majeure. Permettez que je pose mon analyse là pour montrer à quel niveau nous sommes approchés aux lèvres du chef de l'État. Et ce n'est pas judiciaire pour une nation qui se veut une nation pauvre et qui aspire au développement. Nous sommes une nation pauvre. Nous aspirons au développement. Et si, à chaque fois qu'il y a un problème, c'est le chef de l'État qui doit venir, qui doit servir d'arbitre, ça veut dire qu'on en a encore pour 100 ans. Mais puisqu'il nomme jusqu'au directeur à l'université, le chef de l'État nomme un directeur. Justement, toi tu ne savais pas que nous sommes ici en train de dénoncer un certain nombre de choses. Nous encourageons ce qui est bien, nous dénonçons ce qui n'est pas bien, parce que nous croyons en une société imparfaite qui se développe et qui se parfait progressivement. Nous ne croyons pas que ceux qui sont là sont forcément des ignorants, ou que nous savons, c'est ce côté pédant que nous refusons. Pour dire que il n'est pas question ici de convoquer le chef de l'État. Il n'est même pas question que les hautes personnalités se prononcent. Il est question de l'humilité de part et d'autre. C'est-à-dire, un ministre de la République qui doit reconsidérer sa posture et doit comprendre qu'un père de famille peut être flexible. Parfois laisser l'enfant qui... Quel rôle jouait le ministre dans une situation entre un employeur et son employé? Je dois souligner, le juriste a dit quelque chose et lui il a dit bien dit. Oui. Marc Brice dit dans sa lettre qu'il a signé le contrat avec l'État du Cameroun, dont la CAFOUT est un utilisateur. Écoutez bien, c'est-à-dire, quelqu'un vous rappelle que c'est pas un micmac juridique. je dis que je ne connais rien dans le droit. C'est lui qui pourra dire dont vous êtes utilisateur. Oui. Moi, j'essaie de comprendre le français. Juste pour te relancer, les joueurs sortent d'où? Les joueurs donc pour ma part, Ne relancez pas. Les joueurs sortent de la confusion sur le plateau. C'est-à-dire, moi je pense que il a dit, il y a beaucoup d'autres sujets qui sont à traiter. Cette histoire, c'est de la manipulation des masses populaires. Cette histoire de football, cette histoire d'un entraîneur qui se prononce et la marée humaine, les masses populaires commencent à tenir des propos xénophobes. Lui aussi, de l'autre côté, est soutenu par un clan qui ne veut pas fléchir. De l'autre côté, Samuel est là-bas, il ne comprend pas que, oui, il est jeune comme nous. Mais ce n'est pas ce modèle de jeune que nous attendons en ce moment où un jeune, on ne veut pas une jeunesse épidermique. Nous ne voulons pas une jeunesse qui s'oppose à tout parce qu'elle a totalement raison. Non, nous voulons une jeunesse qui peut faire montre de sagesse et de retenue. Nous voulons une jeunesse qui peut prouver que, ok, vous êtes trop fort, ok, on vous laisse d'abord un peu de temps, on vous accompagne. Quand vous allez vous cogner, on pourra dire que nous avons eu raison. Cet aspect de choses où, et on a un ministre de la République qui est dur, et qui ne, je ne sais pas s'il a des enfants, il dirige une équipe où il faut faire le bras de fer. On a de l'autre côté un jeune. Non, je dis, moi je m'adresse aux jeunes. Je ne voudrais même pas m'adresser au ministre. Je m'adresse à celui qui est jeune comme moi, et lui dit, ça, c'est pas le modèle dont nous avons besoin en tant que jeunes. C'est pas le modèle des engueulades, c'est pas le modèle de la colère, c'est pas le modèle. Marc Brice insulte que les gens réagissent. Je dis que non, c'est les jeunes qui font quoi? Marc Brice, pourquoi nous ne notons pas ici? Moi, je ne voudrais même pas parler de Marc Brice. Mais tu demandes des solutions. C'est-à-dire, si nous allons dans la lettre de Marc Brice, comme Marc Brice dit clairement qu'un employé de la FECAFOOT l'a agressé physiquement à tel ou à tel endroit. Je dis non, c'est pas la jeunesse que je promote. Qu'il porte plainte. Je dis, non, je dis, moi je suis dans les sciences sociales, je suis dans la société civile. Je parle à la jeunesse, je parle aux jeunes comme moi. Je dis, un jeune qui agresse un père de 62 ans, ça ne se fait pas chez nous. Qu'il porte plainte. Non. Un jeune. Je dis que ce soit sur le coup, même si ce n'est pas Samuel qui a dit, mais je dis une chose. Quand un employé qui est jeune, que je connais bien, que j'ai vu parfois, il a été intéressant quand il passait sur les plateaux, agresse un papa de 62 ans. Chez les Bantous, ça ne se fait pas. À tort ou à raison. Et qu'il a noté à plusieurs reprises des agressions. Et que nous avons même regardé l'attitude de notre légende. Ça, c'est imperturbable. N'importe quoi. Je vais vous dire quelque chose. Vous allez chuter aussi, vous n'avez pas mon hésiter. On peut être une icône.
Mais être un leader, le leader c'est le comportement, l'icône c'est le talent. Merci. Et j'ai dit une chose, Merci. nous avons besoin d'une jeunesse qui mène un leadership efficace. Samuel Eto'o est un leader. Je dis, nous avons besoin d'une jeunesse qui soit un leadership efficace, monsieur. Merci. L'intelligence, le talent est bien, mais le leadership c'est autre chose. Pour le moment, on n'en a pas encore. C'est un leader. Merci. Guy-Georges Abada, je me tourne vers vous. Les rapports, il y a eu une cartographie qui a été faite justement sur les rapports entre employeurs et employés. Est-ce que vous qui êtes de l'autre côté, vous avez perçu aussi parfois que du fait de votre peau, on ait une facilité à vous accepter ou à vous rejeter? Quelle est la perception que vous avez lorsque vous, acteurs économiques, vous vous déployez à travers l'Europe? Le professeur a parlé dans des congrès ce qu'on appelle le droit de réserve. Le droit de réserve vaut un limogeage. Dès lors qu'on a dépassé le droit de réserve, le ministère des Sports a même l'obligation de limoger Marc Brice. Pourquoi? L'image du Cameroun. Marc Brice a l'obligation, je parle de l'obligation, ce n'est pas une demande, c'est une obligation, de préserver l'image du Cameroun, de préserver l'image de son employeur, le Cameroun. L'État du Cameroun. Il a dit l'État du Cameroun. Oui. Donc, salir l'image de ton employeur a l'obligation de te limoger. Jusqu'ici, on ne sait pas à quel niveau là salue l'image. Ok. Jusqu'ici, on ne sait pas à quel niveau. Oui, il salue l'image de l'État. Parler dans un média étranger, parler de ton emploi dans un média étranger, c'est dire d'abord et parler comment. Et parler comment. Tu peux partir, hein. Comment il a parlé? Comme tu as dit. Ça me fait mal, très mal même, quand je vois cette jeunesse-là que nous avions se comporter comme ça. Et comment? Quel rapport? Vous faites une fixation sur la jeunesse sur ce plateau? Je fais une fixation sur la jeunesse. Pourquoi? Sur Marc Brice. Pourquoi? Quel est le rapport à la jeunesse? Moi, je veux savoir. Vous voulez savoir? Oui. Marc Brice même a parlé de cette jeunesse des suiveurs. Est-ce que ce n'est pas? Marc Brice a parlé des suiveurs. J'ai pas faim. Moi, j'ai pas faim. Donc, je suis un suiveur. Est-ce que suiveur veut dire avoir faim? Suiveur veut dire un suiveur. Écoute, maintenant dans le leadership, parlons vrai. Un suiveur, c'est celui qui te suit parce que tu vas voir quelque chose. Non. Jésus-Christ a dit, Jésus-Christ a dit, ces gens-là me suivent parce qu'ils ont faim. Oh non. Ne ramène pas ça. Jésus-Christ a dit, les disciples disent à Jésus-Christ, ces gens-là te suivent. Il dit. C'est pas tous les suiveurs qui ont faim. Et Jésus-Christ a dit, ces gens-là me suivent parce qu'ils ont faim. Un suiveur a besoin de quelque chose. Il y en a qui n'ont pas de... Non, on peut être suiveur par naïveté. Pas toujours à manger. Mais on a faim de quoi? On peut même être ébloui par... On a faim de quoi? On peut avoir faim du pouvoir. On peut avoir faim de considération. On peut avoir faim d'un poste ministériel. On peut avoir faim de... C'est ça la famine. Hein? La famine. Et vous disiez que vous n'aviez pas faim de quoi? J'ai pas faim. De quoi? De tout. Pourquoi j'ai pas faim de tout? Car celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Donc du coup, quand j'ai besoin de quelque chose, je m'en vais vers lui. Ça, c'est un rapport avec Fabrice. Non, il a posé la question, j'ai répondu à sa question. Oui, c'est pas une question. Alors, l'essentiel, on va sortir du sujet. Marc Brice a fait plusieurs erreurs. Je suis désolé. Je suis désolé, Marc Brice a le droit de réserve. Marc Brice doit avoir comme tout leader. Une fédération qui a aussi le droit de réserve. Ok. Je vais prendre une image. Il a parlé de la famille tout à l'heure. Il a parlé de la famille. Maintenant, je vais demander aux millions de téléspectateurs de par le monde de se mettre cette image-là. Un monsieur arrive, un père de famille, arrive dans une maison. Il te dit, c'est toi le chef de famille ici. Et du coup, un être humain arrive, un étranger, arrive dans la maison, devant ta femme, devant tes enfants et devant tes voisins. Il te dit, ici c'est moi qui décide.
C'est c'est ce que je dis qui se fait. Et il a permis à tes voisins de te respecter? Non. Il a permis à tes enfants de te respecter? Non plus. Hein? Où est le parallèle? Où est le parallèle? Ce que Marc Brief a fait à la FECAFOOT, c'est pareil. Merci. Donc il a été soutenu, et du coup en politique, je reviens. Non, vous n'avez pas en revenir, politique, s'il vous plaît. 2 secondes, 3 secondes. Ce qu'on est en train de faire là, on appelle ça en politique l'effet paille. Ça, Marc Brief, c'est l'effet paille. Pourquoi? Le vrai problème, il est ailleurs. On prend une girouette, on dit, crée-nous un problème afin que nous nous concentrons sur des vrais problèmes. Merci. Hein? Et là, nous allons les amener à paix. Parce que ce débat-ci... Merci, monsieur Abada. Jacques Léonce, pour sortir. Qu'est-ce qu'on fait? J'interroge le juriste. C'est lui qui joue ça. Ce qu'on fait, c'est... mon voisin, le professeur, a vraiment démontré qu'il est ignorant en droit, parce qu'il parle du droit de réserve que Marc Brice devrait avoir envers la FECAFOOT, et pourtant Marc Brice n'est pas envers de la FECAFOOT. Vous l'avez déjà dit. La FECAFOOT n'a jamais paraphé son contrat. Je voulais juste démontrer au professeur qu'il est ignorant en droit. Donc, ce qu'on peut faire, c'est commencer d'abord par parapher le contrat de Marc Brice. Que la FECAFOOT commence d'abord par parapher le contrat de Marc Brice. Oui. Pour que Marc Brice se comporte donc maintenant comme un employé de la FECAFOOT. Si la FECAFOOT n'avait pas paraffé, Marc Brice ne serait pas entraîneur du Cameroun. Voilà. Ce sont les faits. Allons-y, Jacques Léonce. On va sortir cette Le président de la FECAFOOT n'a jamais paraphé ce contrat, c'est un fait. Donc, ce qu'il y a à faire, on commence par là. Parce que nous voulons effectivement qu'il y ait un droit de réserve, que M. Marc Brice respecte la FECAFOOT et ses dirigeants. Il faut d'abord commencer par parapher son contrat. Qu'il soit en contrat avec la FECAFOOT, que la FECAFOOT assume donc maintenant que Marc Brice est son employé. Tant que ce n'est pas fait, on aura ce ping-pong-là. Marc Brice qui a été employé qui a été amené par le ministère, qui sera soutenu par le ministère, et puis un monsieur qui n'a Dieu que pour son ego surdimensionné. Ça va rester comme ça. Ah oui? Il y a un monsieur de l'autre côté qui n'a Dieu que pour son ego. Il y a monsieur Marc Brice qui est soutenu par le ministère. Et le ministère aussi qui est. Et ça crée donc ce ping-pong-là. Nous serons tout le temps. On est parti pour un grand film. Un grand film. Et j'ai aimé la chute de mon voisin. Parce qu'en réalité, le professeur disait, il me traitait de jeune du RDPC, il ne connaît pas mes interventions, il faut lui dire, Stéphane. Donc pour dire que, voilà un faux problème concret. Parce qu'en réalité, le vrai problème du Cameroun là, c'est le vrai problème là. C'est l'année prochaine. Merci. C'est 2025. Donc voilà pourquoi moi j'ai mal lorsque j'écoute certains leaders de l'opposition comme le professeur parler à la télé avec arrogance, avec des insultes, et il veut le pouvoir au Cameroun. J'ai honte parce qu'en réalité, le RDPC vit de ça. Lorsque, si je pourrais donc porter la touche du RDPC, je pourrais dire au professeur... On va pas faire le débat politique. Restons sur la thématique. Nous sommes sur les conclusions. Oui, on conclut. On conclut donc en disant que lorsque vous écoutez certains leaders de l'opposition, vous comprenez pourquoi le RDPC a fait 40 ans au pouvoir et pourra encore faire 100 ans au pouvoir. Parce qu'on n'a pas des gens qui réfléchissent pour les Camerounais. Des gens non... Dieu que pour leur ego. Voilà, quand vous écoutez le professeur parler, vous sentez que c'est quelqu'un qui a fait 25 ans en Europe et qui est au Cameroun, qui crée tout le monde ignorant. Jacques Non, c'est pas. Lorsqu'il assumait ses ignorances, vous l'avez laissé. Laissez-moi parler. Je vous ai dit, vous me laissez parler en conclusion. C'est mon temps de parole. On est en conclusion, Jacques. C'est mon temps de parole. C'est mon temps de parole. Je conclue en disant que sur le problème de la FECAFOOT, il faut qu'il y ait que chacun essaie de faire un consensus. Il faut qu'il y ait un consensus. Oui. C'est-à-dire, d'un côté, il faut que monsieur le président de la FECAFOOT essaie de comprendre que un manager peut parfois faire des compromis. Un manager peut parfois fléchir lorsqu'il veut la paix. Parce que manager, c'est tout autre chose. Ce n'est pas la légende. Et vous conseillez quoi? J'en viens. Allons-y rapidement, on va sortir. Ce n'est pas la légende du football qui doit manager. Mais c'est un manager. Oui. Un manager se débarrasse de sa casquette de légende. Il devient un manager. Lorsqu'on veut manager des hommes, il y a des compromis à faire. On baisse un peu. Donc, de l'autre côté, il faut aussi que le ministère fasse preuve de grandeur. C'est-à-dire qu'il se mette au niveau
du professeur agrégé qu'il est, et qu'il comprenne que pour la paix, pour trouver une solution, parce qu'en réalité, tout ce qu'il reste au Cameroun, c'est les lions indomptables. C'est là où vous sentez encore que il y a ce qu'on appelle union. Parce que lorsque les lions jouent et que Aboubakar Mar ne cherche pas à savoir de quel village il est, tout le monde célèbre le but. Donc, les lions indomptables, c'est un emblème, pas les personnes. C'est un emblème. L'emblème lion indomptable, c'est un emblème qu'il faut protéger, pas les personnes. Pas les personnes. Merci. Merci, Jean-Léonce. Donc, des compromis doivent venir des deux côtés pour que nous trouvions la paix. Et que nous cessions de parler d'une diversion en réalité, parce que c'est une diversion. Le Cameroun a beaucoup de problèmes. Le Cameroun a beaucoup de problèmes. C'est ce qu'on va essayer de retenir. Une fois que je l'ai dit, je prends une transition et je reviens tout de suite après. Une victoire sans appel. Une victoire sans appel. Retour sur le plateau de World Actu. Nous épiloguons à présent sur cette situation au Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous avons cette plainte déposée par l'Alliance des États du Sahel qui se situe ou alors se superpose sur 3 entités. Le Niger, le Burkina Faso et le Mali décident de porter plainte contre l'Ukraine pour les propos tenus par le diplomate ukrainien en poste du côté de Bamako, qui reconnaît et assume le soutien vis-à-vis des terroristes qui ont posé des actes malheureux du côté du Mali. Alors, professeur, nous sommes en plein cœur des relations internationales. On voit un pays, ou alors 3 pays, qui décident d'assumer une posture et de porter plainte au Conseil de sécurité des Nations Unies. Est-ce que vous, en tant qu'enseignant, est-ce que vous, en tant qu'observateur, vous justifiez la plainte et quel est l'espoir que vous avez de voir cette plainte aboutir? Il y a plusieurs dynamiques ici et il faudrait que ces dynamiques soient relevées. Nous avons un nouveau pouvoir au niveau des États du Sahel qui sont même maintenant le pouvoir qui est déjà un pouvoir presque confédéral. Ils ont une confédération. Une confédération, voilà. Ils ont créé une confédération. Et tout cela, c'était sur le leadership de la jeunesse. Il y a peut-être 5 ans ou 10 ans, ce genre de plainte n'aurait jamais eu lieu parce que les pairs de la CEDEAO auraient tout fait pour que ce genre de plainte ne soit pas déposé à l'ONU. Bon, disons que l'AES n'avait pas de choix que de porter cette plainte au niveau de l'ONU. Le problème n'est pas de gagner ou de ne pas gagner. Le problème est de dénoncer une déstabilisation des États du Sahel qui est orchestrée dans les chancelleries occidentales. Je parlais aujourd'hui de Bruxelles, qui est la capitale de l'Europe. Tout est orchestré au niveau des capitales européennes. Et maintenant, l'Ukraine étant un allié de l'Union européenne. Oui. Et un allié des Occidentaux, du monde occidental avec les États-Unis. Ce que je crains, c'est une isolation plus encore des États du Sahel. Bien que je supporte la jeunesse de l'État du Sahel qui veut s'affirmer et qui veut découdre avec les anciennes puissances coloniales, en même temps, je dis qu'il faut préserver les acquis. Et c'est ça qui m'a un peu, je suis un peu perplexe par rapport à mon avis au niveau des États du Sahel. Je suis un ancien de l'équilibre régional. C'est-à-dire que la CEDEAO est parce que j'ai voyagé dans les pays africains. Et la CEDEAO est la communauté économique régionale la plus intégrée.
la plus intégrée, que ce soit au niveau des routes, que ce soit au niveau des populations. C'est-à-dire que vous partez de Cotonou, d'Abidjan, vous traversez, vous arrivez au Nigeria, c'est la zone la plus. Donc, pour moi, les pères fondateurs de la CEDEAO ont travaillé énormément. Et quand vous savez que l'Union africaine n'est pas véritablement une union. Les pères fondateurs de ces communautés économiques régionales avaient pensé que c'est important de commencer par des petits blocs. Donc, c'est à ce niveau que mon problème se situe. Je dis, les États du Sahel, n'ont aucun, c'est-à-dire, l'un n'empêche pas l'autre. Plusieurs pays ici font partie de plusieurs associations, ou alors de plusieurs confédérations. Donc, le fait que cette plainte soit, qui est légitime, soit déposée à l'ONU, va encore renforcer, du moins, le sentiment anti-État du Sahel que l'Occident a envers ses chefs d'État. Mais ce qui est important et ce qui est bien, quand vous avez voyagé, parce que je sors même de là, j'étais à Cotonou, j'étais au Togo, c'est le sentiment populaire. Vous savez, ces pays ont eu, du moins, la force de réunir leur population autour d'un projet de développement. Et c'est ce qui manque ici. C'est pour cela que cette plainte, même si elle n'est pas au niveau, nous savons qu'elle ne va pas aboutir, nous le savons déjà, mais au niveau des populations, c'est un aveu de souveraineté nationale. Merci, professeur. Jean de Dieu Evouna, la plainte, beaucoup craignent qu'elle n'aboutisse pas eu égard à l'affinité entre l'Ukraine et l'OTAN, même du côté du Conseil de sécurité des Nations Unies. Mais est-ce que, de façon symbolique, ce n'est pas un acte fort que de protester, de dire non, et d'exister même au sein des Nations Unies, malgré qu'on soit le petit Burkina, le petit Mali ou alors le petit Niger? Je fais mienne tes paroles, c'est un acte fort. Un acte fort, je dirais, c'est un caillou qui est jeté au milieu d'un étang et qui va créer progressivement des vagues. Vous voyez l'image. C'est-à-dire, le plus important n'est pas ce que tu appelles aboutir. C'est pas qu'est-ce que tu attends à aboutir. C'est que, est-ce que on va dire un matin que l'Ukraine a tort et la Confédération africaine des États du Sahel a raison. C'est pas ça le but. Le but est de montrer aux yeux du monde la forfaiture, l'imposture et ce qu'ils ont appelé le terrorisme. J'appelle ça le terrorisme économique qui est soutenu par l'Ukraine, qui avoue à Mondovision, un ambassadeur, parce que nous sommes là au cœur des relations internationales, un ambassadeur, un chef de renseignement ukrainien qui avoue, parce que les preuves sont là, que cela, ils ont aidé, ils sont en alliance avec les terroristes. Voyez, la première chose, ce n'est pas regarder la réaction de l'ONU, mais la réaction de la CEDEAO qu'on vantait tout à l'heure. Écoutez, si l'intégration a été facilitée, c'était dans le but de mieux abrutir. Comment ça abrutir? Puisque la CEDEAO est un instrument de l'Union européenne. S'ils ont facilité l'intégration, c'était faire un bloc pour mieux abrutir les populations, mais ils ont échoué. Parce qu'ils n'ont pas compris que les populations, en s'intégrant, sont devenues un seul peuple. La CEDEAO est une coquille vide. Et elle est plus vide encore aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les trois États qui faisaient la force de la CEDEAO sur le plan géographique, même des ressources naturelles, se sont retirés. Et ces 12 États qui restent sont conscients qu'ils ne valent pas grand-chose. C'est assez grave ce que vous dites. Je vous dis qu'ils ne valent rien. Sur le plan de la superficie, c'est 17 millions d'hectares. Les autres, c'est 12 millions. 12 pays. Et les trois autres, c'est 17 millions. Vous croyez qu'il y a poids? Il n'y a pas de poids. Au niveau même de la production de richesses et le bétail, c'est les croix. Le coton, c'est les croix. Les oignons, c'est les croix. Où est le poids? Il n'y a pas de poids. Et maintenant, quand un pays étranger, ceux qui voulaient nous montrer le racisme, ne nous démontrent pas maintenant le racisme que la CEDEAO accepte. Pourquoi la CEDEAO, qui veut que les trois États rentrent dans la CEDEAO, ne condamne pas? Pourquoi l'Union africaine ne condamne pas? Pourquoi même la CEMAC où je me trouve ne condamne pas? C'est pour montrer, et c'est notre combat, c'est notre engagement de montrer au monde entier que le terrorisme économique
légitimés par des États, comme l'Ukraine, est au cœur. Aujourd'hui, c'est l'AES. Demain, ce sera le Cameroun. Ce sera un autre pays. Nous devons donc faire bloc et encourager ce genre d'action et dire que ça sert à ce que le monde entier, les pays, les îles qui sont lointaines, qui ne connaissent pas l'AES, qui ne connaissent pas les problèmes africains, qui ne connaissent même pas ce que nous vivons aussi, au milieu de cette assemblée générale qui est dirigée par un Camerounais dont je sais qu'il a toujours été très sage et qu'il est un fin diplomate, pourra faire montre de sagesse en facilitant ses frères pour que leur voix soit entendue auprès des Nations Unies. Merci. Et nous saluons donc au passage ce Camerounais, Philemon Ouyang, l'ex-premier ministre, qui justement se retrouve avec une patate chaude dans les mains, Franck Manson. Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on s'appelle Burkina, lorsqu'on s'appelle Mali, lorsqu'on s'appelle Niger? On porte plainte, mais avec l'espoir du succès. Est-ce que justement la cause de ces pays qui se disent bafoués par l'Ukraine sera entendue? Stéphanie, serait un peu difficile que la plainte, justement, aboutisse en faveur des pays de l'AES. Pourquoi? Parce que quand vous voyez les 5 pays constituant le Conseil de sécurité, je parle de ceux qui sont permanents, vous avez 2 pays, notamment la Russie et la Chine, qui développent une proximité avec ces pays. Oui. Et vous avez 3 pays, en fait, qui sont en tension, il faut le dire comme ça, notamment les États-Unis, l'Angleterre et la France. Ça, c'est un élément important. Et maintenant, je vais revenir un peu sur l'ONU. Vous savez, Stéphane, l'ONU a été pensée après la Deuxième Guerre mondiale. Et l'objectif, c'était lequel? Aujourd'hui, on ne peut plus faire la langue de bois. C'est un instrument qui a été mis sur pied pour préserver les intérêts, justement, des puissances coloniales. Et quand vous revenez maintenant au niveau de la structuration de l'Ukraine, je l'ai dit ici la dernière fois, l'Ukraine n'existe pas. C'est l'Amérique qui est. Et pourquoi donc l'Amérique, justement, avait divulgué, ou alors par le biais de l'Ukraine, des informations déstabilisant, justement, les soldats maliens et les supplétifs Wagner? Les États-Unis, pour ceux qui ne le savent pas, ont fait un investissement d'approximativement 120 millions de dollars dans la ville d'Agadez. Ils ont construit une base aérienne qui devait... Agadez, nous sommes au Maroc, là. Non, au Niger. Ils ont construit une base aérienne qui devait faciliter l'exploitation et le contrôle de l'uranium. Et à partir de cette base, on devait contrôler les pays jusqu'au niveau, une partie de l'Algérie et même de la Libye. Et vous savez qu'il n'y a pas de cela très longtemps que ces soldats ont été repoussés, plus de 1000 soldats américains. Oui, oui. Donc il faut comprendre que les États-Unis aujourd'hui, c'est-à-dire avec les pays alliés, c'est-à-dire nourrissent davantage cette tension qui existe entre eux et ces pays-là. Ça, c'est un élément très important. Et c'est ça, en fait, qui explique le fait que on va mettre sur pied des mécanismes visant justement à déstabiliser l'AES. Pourquoi? Parce que j'ai eu une information il y a de cela 2 jours simplement. Oui, pour chuter, M. Manson. Vous savez pourquoi les États-Unis en veulent? L'uranium, c'est l'instrument principal à partir duquel vous développez la force nucléaire. Et aujourd'hui, d'après des informations, il y a une note qui est sortie justement du Pentagone, expliquait que les Américains sont en train de mettre sur pied des stratégies pour davantage gonfler les puissances nucléaires. Pourquoi? Parce qu'ils se préparent à faire face à une éventuelle coalition entre la Chine, la Russie et la Corée du Nord. Donc vous pouvez donc comprendre un peu l'importance capitale que revêt justement cette zone-là. Et pour chuter définitivement, qu'est-ce qui aussi nous interpelle, Stéphane? Vous savez, l'Afrique en fait fonctionne comme un corps, l'Afrique. Et ce qui fait vraiment la puissance d'un corps, c'est la bonne santé de tous les membres. Ça veut dire que si vous exposez, vous affaiblissez un membre, vous laissez qu'un membre s'affaiblisse, mais c'est tout le corps qui s'affaiblit, Stéphane. Donc on peut dire ceci, que les pays africains ne devraient pas laisser en réalité que certains États tentent d'affaiblir les pays de l'AES. Parce que c'est cette politique qu'ils vont tenter d'étendre sur toute l'Afrique afin de préserver leurs intérêts. Merci.
Monsieur Abada, en une minute, est-ce que c'est un combat perdu d'avance qui tente de mener aujourd'hui donc l'AES en portant plainte, lorsque l'on sait, heureusement ou malheureusement, que l'ONU ne donne pas beaucoup, ne prête pas beaucoup l'oreille aux questions des pays africains? Stéphane, avant de répondre à votre question, je vais d'abord vous présenter. Tout à l'heure, nous avions parlé d'incidents diplomatiques, n'est-ce pas? Oui. Ok. Maintenant, l'Ukraine et ses alliés veulent créer un incident diplomatique entre le Sénégal et le Mali. Pourquoi? L'ambassadeur de l'Ukraine au Sénégal a encouragé. Du coup, dès lors qu'il encourage, étant au Sénégal, ça veut dire les trois frères ils veulent créer une guerre entre les trois frères, les quatre frères. Ça veut dire, donc vous les encouragez, on va parler comme au Kati pour que tout le monde puisse comprendre. Là, l'Ukraine et ses alliés veulent créer un incident diplomatique. Alors, selon vous, c'est une cause perdue, cette plainte? Elle n'est même pas une cause perdue. Elle n'est même pas une cause perdue. Au contraire, le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, a demandé à ce que l'Afrique ait une place aux Nations Unies. Pourquoi? Le visionnaire a vu... Une place d'observateur ou bien une place pour une place? Une place d'acteur? Une place d'acteur! Une place d'acteur! Il y a 2 ou 3 pays africains dans les 10 autres membres. Donc du coup, c'est pour que nous aussi nous ayons un droit de veto. Et même pas un droit de veto, même pas le monde n'a même pas un droit de veto, que nous puissions donner notre point de vue. Et raison pour laquelle il est toujours dans l'ingérence. Donc quand on parlait de FECAFOOT et incidents diplomatiques, pour moi ça n'avait pas sa place parce que nous avons quelqu'un, un mastodonte de la politique. Et Merci. Et merci, monsieur Abada. on a compris. Merci. Jacques Léonce, on sort. La posture de l'AES semble iconoclaste. Ils veulent, à leur manière, faire bouger les choses dans une maison qu'on dit souvent sclérosée. Ils parlent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Porter plainte pour porter plainte, ou alors porter plainte en espérant une reconnaissance? Oui, je crois que porter plainte était le préalable. Et c'est encourageant de savoir que certains pays africains peuvent déjà arriver à ce niveau. Oui. C'est-à-dire, on peut se plaindre de l'ancien colon lorsqu'il se comporte mal chez nous. Et j'apprécie encore davantage l'AES parce qu'en réalité, c'est la preuve de ce que nous avons le devoir en Afrique de repenser l'Union africaine. Nous avons le devoir de repenser le panafricanisme. Jusqu'à quel niveau nous en sommes? Lorsque nous avons des coquilles vides comme l'Union africaine, la CEMAC et tout ce qui va avec, c'est des choses carrément qui ne servent à rien. Parce qu'en réalité, l'Union africaine, une situation comme celle-ci, l'Union africaine devrait s'en saisir pour en faire un vrai problème. Parce qu'en réalité, si on avait une vraie Union africaine, ça aurait été... Union africaine. C'est pour ça que je dis que c'est des choses qui méritent d'être repensées. Ce sont des institutions artificielles. Voilà pourquoi je dis j'apprécie l'AES. Parce que l'AES, c'est la preuve de ce que nous pouvons faire plus sérieux que ça. Nous pouvons nous mettre ensemble et être plus sérieux pour que nous ne laissions plus l'impérialisme européen continuer. Parce qu'en réalité, en même temps, mon frère a dit que c'est que l'ONU. L'ONU sert à ça. C'est carrément la perpétuation du colonialisme. C'est-à-dire que c'est du genre, vous restez chez vous, et nous sommes chez nous, mais on a un fouet tellement long que, étant chez nous, on peut vous fouetter, même étant chez nous, on vous fouette. Donc, là, pour moi, c'est la preuve de ce que nos institutions, comme l'Union africaine, la CEMAC, doivent être repensées pour que nous soyons panafricains. Parce qu'en réalité, si nous ne sommes pas unis, si le Mali se plaignait seul, ça n'allait pas faire écho. Mais sauf que quand le Mali se plaint avec 2 autres pays,
ça fait quand même écho. Merci. Donc, il faut vraiment apprécier les initiatives comme ça pour que l'Afrique soit repensée en totalité à travers l'union. On a tout à être unis. Si on n'est pas unis, on perd tout. 30 secondes, temps achevé. Oui, en fait, vous m'avez posé une question dont je n'ai pas répondu. Non, on va pas répondre à la question. Le temps est achevé, M. Abada. En 30 secondes. En 30 secondes. C'est une très bonne chose qu'il y ait eu plainte. Pourquoi? Parce que c'était pour préparer, parce que derrière ça, il y aura également des actions qui seront mises en avant. Merci. C'est ce qu'on pouvait dire justement concernant cette plainte de l'AS contre l'Ukraine du côté du Conseil de sécurité des Nations Unies. Mesdames et messieurs, on va vous remercier d'avoir été au cœur de cette édition de World Actu, d'avoir abondamment réagi. On espère être au rendez-vous dès la semaine prochaine pour une autre super production. Bien le bonsoir. C'est fini vite comme ça.